C'est difficile à dire ce que j'aimerais bien vous dire. Oh, mais taisez-vous, j'ai quelque chose à dire, alors écoutez-moi. Faut prendre le temps de prendre son temps. Luis Buñuel est un cinéaste célèbre, auteur du Chien andalou en 1928 et de L'Âge d'or en 1930. Classé comme surréaliste, il ne resta pas cantonné dans la provocation gratuite, la transgression permanente, comme ce fut la mode dans ce milieu artistique et qui déboucha sur l'art contemporain au fil du temps. Luis Buñuel opta pour une voie plus sobre, reléguant la psychologie, le côté démonstratif, comme étant des éléments peu cinématographiques, et préféra la discrétion, le non-dit, le hors-champ, la suggestion, voire même la pudeur. Laissant au spectateur toute son imagination, contrairement à la transparence revendiquée par le surréalisme où l'imaginaire devait se déverser coûte que coûte pour renverser l'ordre répressif bourgeois. Il n'y a plus aucun romantisme ici, aucun lyrisme ou effusion sentimentale. Sa mise en scène en est l'incarnation. Elle est froide et distanciée, précise et méticuleuse, ne jouant jamais de l'effet pour les faits. Sa carrière prestigieuse fut jalonnée de chefs-d'œuvre qui ont marqué l'histoire du cinéma. Los Olvidados en 1950, Elle en 1953, Viridiana en 1961, L'Ange exterminateur en 1962. Sa dernière période française est tout aussi prestigieuse. Le journal d'une femme de chambre en 1964, Simon du désert en 1966, La Voie lactée en 1969, Tristana en 1970, Le charme discret de la bourgeoisie en 1972, Le fantôme de la liberté en 1974 et Cet obscur objet du désir en 1977. Et, bien sûr, Belle de jour en 1967. Au fur et à mesure des années, Luis Buñuel met au centre de son œuvre les désirs obscurs de la psyché humaine, le côté obsessionnel, ambivalent, ambigu, toujours taraudé par des tourments intérieurs, des volontés inavouées et de jalousie déguisée. Les rapports entre les deux sexes sont troubles, empreints de rivalité, de possession, de mensonge et de dissimulation réciproque. Comme ça, tu n'as rien compris. Une scène caractéristique se trouve dans cet obscur objet du désir. Plus le couple formé par Mathieu et Conchita, joué par deux femmes, se déchire dans une rivalité mimétique sans fin, plus les attentats terroristes se rapprochent d'eux jusqu'à les faire exploser à la fin. Le cinéaste établit un parallèle entre le désir et la volonté de destruction. L'érotisme n'est plus ce fantasme romantique cher aux surréalistes. La beauté
n'est pas convulsive, mais secrète, séductive et mystérieuse. Belle de jour est tirée du roman éponyme de Joseph Kessel, paru en 1928. Le titre est le nom d'une fleur qui n'éclot que la journée et fait référence ici au surnom du personnage principal, Séverine Cerisy. Belle de jour parce qu'elle n'offre ses charmes que l'après-midi, de 14h à 17h, dans une maison de passe clandestine. Catherine Deneuve est la comédienne rêvée pour ce rôle. Séverine est une jeune et belle femme blonde, jolie et froide. Derrière la froideur, le trouble. Elle est mariée au beau docteur Pierre Cerisy depuis 1 an et ne travaille pas. Ce dernier a une bonne situation, est gentil et respecte sa femme. Il s'agit d'un couple bourgeois, mais on peut l'étendre à d'autres classes sociales. Séverine ne trouve pas le plaisir auprès de Pierre et se refuse à lui. Mais elle est complexe, ambivalente, attirée et dégoûtée par le sexe, ce qu'on pourrait appeler du terme clinique hystérie ou histrionisme. Sentiment sans doute accentué dans son enfance par un léger attouchement érotique de la part d'un ouvrier que le cinéaste aborde sobrement. D'ailleurs, cette précaution narrative n'explique pas grand-chose, car la scène ne relève d'aucune maltraitance flagrante. Il serait vain de prendre appui sur elle pour expliquer le comportement ultérieur de Séverine. Sinon, le cinéaste comme le romancier aurait été nettement plus explicite et sans ce cadre suranné, comme si, au fond, l'être humain pouvait vivre dans un monde idyllique, sans aucun trouble. Tristana, du même Buñuel, démontre qu'il n'en est rien. Vous savez très bien que je ne peux plus le supporter. Je continue à dire que vous devez vaincre cette répugnance malsaine. Lorsqu'il vous a traité d'une façon déshonorante, vous avez tout enduré sans protester. Et voilà que maintenant, alors qu'il se conduit beaucoup mieux avec vous, pourquoi? Que voulez-vous de plus? Mieux il se conduit, moins je l'aime. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'illogique dans ce sentiment? Peut-être, mais c'est comme ça. Nous avons un couple en apparence modèle, beau, riche et marié pour l'éternité, le symbole espéré. Sauf que dans cette union, il manque l'amour sexuel qui attire 2 êtres entre eux. C'est le dilemme de l'être humain. Il veut s'unir à un être toute sa vie, mais l'amour est un jardin imparfait. La licence est tout aussi illusoire, car sitôt permise, elle se transforme en routine et en errance dans une quête sans fin. Buñuel nous montre une première scène troublante que l'on prend au départ pour réelle. Une voiture tirée par 2 chevaux et conduite par un cocher et son valet de pied avance dans une grande allée jonchée de feuilles mortes, promenant le couple sagement assis sur la banquette. Moi aussi, je voudrais que tout soit parfait. On entend le bruit caractéristique des grelots de la voiture, bruit qui reviendra à la fin. Car tu sais, j'ai pour toi une immense tendresse. À quoi peut-elle me servir ta tendresse? Que tu peux être méchante avec moi quand tu veux. Je te demande pardon, Pierre. Soudain, Pierre, le regard trouble, fait arrêter la voiture. Arrêtez! Descends. Pourquoi? Qu'est-ce qui te prend? Je te dis de descendre. Mais pourquoi? La scène est étrange, Laisse-moi. car sans transition, il passe d'une attitude à une autre.
Faites ce que j'ai dit. Mais comment osez-vous? Lâchez-moi! Ah! Brut! Lâchez-moi! Ah! Ce n'est pas ma faute. Tu as raison, je t'expliquerai tout. Allez-y. N'ayez pas peur de la secouer, cette petite salope. Dépêchez-vous. Pierre, c'est aussi de sa faute. Je t'expliquerai tout. Fermez-la, madame, ou je vous casse la gueule. Arrête! Je t'en prie, arrête, dis-le de me lâcher. Pierre attache les mains de sa femme à un arbre, lui arrache le dos de sa robe rouge et de son soutien-gorge. Ne crie pas. Si tu cries, je te tue, tu m'entends? Pierre, Pierre, je t'en supplie. Je te demande pardon, Pierre. De tout mon cœur. Le cocher et le valet de pied la fouettent. Pierre! Pierre, je t'en supplie, ne lâche pas les chats. Pierre arrête le supplice et ajoute: Elle est à vous maintenant. Pierre, je t'aime. Allez-y. L'un des deux hommes s'approche et embrasse Séverine, qui succombe. À quoi penses-tu, Séverine? La séquence est interrompue à cet instant. À quoi penses-tu? Je pensais à toi. À nous deux. Nous nous promenions ensemble dans un landau. Toujours le landau? Le couple dort dans deux lits séparés. La froideur de Séverine est explicite quand son mari veut s'introduire dans son lit. Elle se refuse et s'excuse, disant que Pierre est si indulgent et si bon. Non, je t'en prie. Repose-toi. Bonsoir. Séverine et Pierre vont au sport d'hiver. C'est alors que le serpent s'immisce dans le couple par l'entremise d'Henri Husson, un ami de Pierre qui l'estime beaucoup, contrairement à Séverine. Il est accompagné de sa maîtresse Renée. C'est un libertin, un riche oisif, suffisant et cynique, ne vivant que pour le plaisir et les conquêtes sans état d'âme. Dans le film, il a cet humour provocateur si particulier, façon de déroger aux convenances. Et voilà, que de châtiments perdus, mon Dieu. Pourquoi dites-vous ça? Vous les connaissez? Non. Il y a vraiment que ça qui vous intéresse? Oui, tout le reste est inutile, bagatelle étant perdue. Un de ces jours, vous devriez faire part de vos obsessions en spécialiste. Il est riche et oisif. Ce sont ses deux principales maladies. Et la chasse à court. À part ça, j'ai une faiblesse particulière envers les gens pauvres, enfin les ouvriers. Je pense à eux surtout quand il neige, sans fourrure, sans espoir, sans rien. Que vous êtes séduisante, Séverine. Vos compliments sont trop subtils, taisez-vous donc. De retour à Paris, dans un taxi, Renée annonce qu'une de leurs amies, Henriette, fait des passes. Il paraît qu'elle va régulièrement faire des passes. Comment? Oui. Dans une maison de rendez-vous. On dit que c'est sûr et certain, elle irait plusieurs fois par semaine. Tiens. Oh, tu te rends compte, Henriette? C'est vrai que toi, tu es tellement loin de tout ça. Non, mais... Mais tu réalises, c'est vrai, une femme comme toi et moi. Tu la vois avec n'importe qui. Quand on est là-dedans, sûrement, on n'a pas le choix, il faut prendre ce qui vient. Les vieux, les pas vieux, les moches, les pas moches. Déjà, avec un homme qu'on aime bien, il y a des moments désagréables. Avec des inconnus, c'était trop horrible. Séverine est troublée. Elle casse maladroitement plusieurs objets de retour chez elle. Je vais chercher la serpillière.
Elle interroge son mari et lui demande s'il allait dans ce genre de maison. Ça t'intéresse? Tout ce qui te concerne m'intéresse. Mais c'est drôle, je croyais qu'on les avait supprimés. Ils sont clandestines maintenant. J'arrive pas à imaginer comment ça se passe. Enfin, écoute, tu vois bien que je travaille, non? S'il te plaît. Écoute, on entre, les femmes sont là. On en choisit une. Tu t'enfermes une demi-heure avec elle. Et quand tu sors, tu es triste pour tout le reste de la journée. Qu'est-ce que tu veux? Au tennis, Séverine croise Henriette, la femme aux deux visages. Bonjour, ça va? Oui, pas mal. On voit plus très souvent ici. Non, c'est vrai. À tout à l'heure. Puis Henri. Ah, la mystérieuse Henriette. La femme aux deux visages. La double vie, comme c'est intéressant. René vous a mis au courant? Oui. Et pourquoi? Pour de l'argent, tout bêtement. Ce dernier la provoque, aussi bien en parole qu'en acte, jouant sur sa froideur. C'est l'élément déclencheur. La confrontation avec Henriette et l'adresse d'une maison de passe donnée par Husson, qu'il a fréquentée par le passé, sans doute pour la dévergonder et insinuer en elle la licence. Un parfum très particulier, des femmes complètement asservies. Je me rappelle dans le quartier de l'Opéra, et surtout ailleurs, chez Anaïs, 11 cité Jean de Saumur. J'en ai gardé d'excellents souvenirs. Vous êtes fou, qu'est-ce qui vous prend? Mais ce n'est rien. Cute comme palche, comme disent les Anglais. De petites impulsions insignifiantes. Séverine, un jour, il faudrait que je vous voie. Sans votre mari, naturellement. J'admire beaucoup Pierre, enfin, j'aimerais autant qu'il ne soit pas là. Séverine s'y rend et s'y prend à 2 reprises. La première fois, elle rebrousse chemin. À la seconde, elle met des lunettes de soleil et rencontre la maîtresse du lieu, Madame Anaïs, ce qui pose au passage l'épineux dilemme de la prostitution, de ces femmes publiques, comme on dit, qui se donnent comme des hommes, mais contre de l'argent. Ce dernier vaut consentement. La prostitution reste encore de l'ordre du privé. On parlait de maison close, alors que la pornographie, le mot découle de prostituée, est devenu dans le système marchand, valeur d'échange, une maison ou une fenêtre ouverte et publique, bien plus néfaste, tentative de tuer toute sexualité à l'heure actuelle et virtuelle. Cette dernière est même antisexuelle par principe, outre qu'elle ne suppose plus un contact réel avec un corps. C'est pour cela que la prostitution est bannie ou réprimée. Elle est globalement féminine et non masculine. Nul hasard ici. Buñuel l'indique à demi-mot. Ce n'est pas pour de l'argent que Séverine fréquente cette maison, contrairement aux prostituées habituelles. Faux prétexte. Double jeu de Séverine. Putain sans lettres et femme mariée sans se donner. Car la femme, par sa constitution physique, peut recevoir n'importe quel homme, même sans le désirer. L'inverse n'est pas vrai. Et les hommes se concentrent logiquement sur les femmes jeunes. Ce qui ouvre chez elles l'éros dans ce qu'il a d'illimité et de vertigineux. Elles choisissent le mâle reproducteur si elles veulent fonder une famille. Mais pour le reste, il en va autrement. On dit d'ailleurs une fille facile et non un homme facile, parce que tous les hommes le sont. Preuve que non seulement les sexualités féminines et masculines sont différentes, mais que c'est la femme qui est la maîtresse du jeu dans ce domaine. Elle a le choix. Le sexe des femmes est leur talon d'Achille. Voilà le secret. Le faux dilemme de la femme fidèle et de la putain. C'est tout un.
D'où les cris d'orfraie et le moralisme quand le poteau rose est découvert. Qu'est-ce que c'est? J'aurais voulu vous parler. Entrez. Bonjour, madame. Bonjour. C'est vous qui vous occupez de... Je suis Madame Anaïs. J'aurais voulu me renseigner. Savoir si... Venez, on bavardera tranquillement. Ils ne sont pas là. Bref, les débuts de Séverine sont compliqués, tout à fait révélateurs de son ambivalence. À 17h, elle doit retrouver son mari et convient d'un rendez-vous le jour même à 2h. 2 à 5, c'est un bon moment. Seulement, il me faudra de l'exactitude, sans quoi nous nous fâcherions. Elle tente de se rassurer en rejoignant son mari à l'improviste pour déjeuner avec lui. Mais il est pris. Séverine va donc chez Anaïs à l'heure dite. Elle fait la connaissance de 2 autres prostituées, Charlotte et Mathilde. Louise Buñuel évoque au passage avec un humour non dissimulé les drôles d'oiseaux qui se rendent à cette maison de passe. Monsieur Adolphe, un joyeux et égrillard fabricant de bonbons bordelais. Ah, vive la joie, dites. Moi, c'est ma nature, j'aime la vie, j'aime qu'on rigole. Un client sadomasochiste qui a besoin d'un rituel de soumission, l'inverse symétrique de Séverine. Un asiatique herculéen, au baragouin incompréhensible, avec une mystérieuse boîte qui, quand on l'ouvre, fait entendre un bruit de moustique que l'on ne verra jamais. Non, pas peur, pas peur. Oy, 가만히 baktım 고수 먹으래 먹을. Oy, 알죠. 이임 그렇게 기운 받으면 좀 가라인 공기가 하여튼 자막 산다가 로콘 자노비. 샤가 자막 제 먹으래 돌아가 같이 봐야잖아, 씨. 억지나 비자막, 억지나 자막, 억지나. Et un duc au fantasme mortuaire. La sexualité est un domaine rempli d'étrangetés. Buñuel apparaît lors de la rencontre du duc et de Séverine, allumant une cigarette. La rencontre avec Monsieur Adolphe est révélatrice. Il renverse Séverine sur le lit, mais celle-ci lui échappe, provoquant la colère de l'intéressé. Bah, qu'est-ce qu'elle a? Anaïs emmène Séverine dans le couloir et cette dernière veut partir. Non, je veux m'en aller, laissez-moi. Quoi? Non mais dis donc, ça va durer longtemps ces petites simagrées? Où tu te crois ici? Allez. Madame, j'y vais. J'y vais. Laissez-moi seul, mon Dieu. Faut t'emmener à la baguette, si je comprends, hein? Séverine obtempère et se retrouve seule avec Monsieur Adolphe. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Eh ben, c'est moi qui te fais peur. J'ai une tête qui te revient pas. Faudra t'y habituer, mon petit bonhomme. Comme elle lui échappe une nouvelle fois, il la malmène. Il l'embrasse et Séverine passe une main sur son cou, consentante. Tu commences à m'exciter, puis tu me laisses en rade. Les chichis, ça va bien un moment. Mais là, j'en ai ras le bol. Là. Voilà. J'aime mieux ça. Alors, c'est la manière forte qu'il te faut? On apprend que Monsieur Adolphe a pris plus de temps que d'habitude, signe que Séverine
n'a pas été, franchement, dégoûté. Eh ben, il prend son temps, monsieur Adolphe. C'est normal. Scène importante. Séverine aime être bousculée, prise de force, histoire de balayer ses réticences et sa pudibonderie. Elle aime ça tout en se le cachant, comme on a dit. De retour chez elle, elle brûle ses affaires mises chez Anaïs et prétexte d'être malade afin d'éviter d'aller à une soirée. Que 5 heures. Dans un fantasme, elle se voit humiliée par Pierre et Henri qui lui jettent de la boue en la traitant de tous les noms. Comment ça va, petite ordure? Alors, tu vas bien, espèce de traînée? Vieille roulure. Fumier? Annulé. Purin-cime? Fais la timone. Espermentrice. Poufias. Pierre! Pierre, je t'en supplie, arrête, je t'aime, Pierre! On voit bien la zone ambiguë sur laquelle joue Buñuel. Plus nous obéissons à n'importe quelle loi avec zèle, plus nous témoignons du fait que, au fond de nos cœurs, nous ressentons la pression du désir de nous livrer au péché. Le sentiment de culpabilité est justifié. Plus nous obéissons à cette loi, plus nous sommes coupables. Parce que cette obéissance, dans les faits, est une formation de défense contre le désir de céder. Et c'est ce qui arrive à notre héroïne. Étant donné que Séverine n'a pas de désir pour son mari, elle s'engage dans une voie dégagée de toute responsabilité avec lui, comme si les deux plans ne communiquaient pas. Elle tergiverse alors qu'elle n'a pas besoin d'argent, ce qui pourrait être un prétexte, subtilité du film, se sentant d'autant plus coupable et honteuse. Et il faut une bonne dose de contrainte pour qu'elle se reconnaisse cette envie, ce que son mari ne faisait tout simplement pas. Et plus elle cède, et plus elle y prend du plaisir, et plus elle est heureuse, épanouie, telle une flore ou une fleur vénéneuse qui éclot en elle. Elle pense à tort que si son mari lui faisait subir pareil traitement, elle ne l'aimerait plus. Ce qui implique que plus les hommes acceptent d'être prévenants et gentils envers l'objet de leur désir, et plus ils croient y accéder avec le plein consentement de ce dernier. Là est l'erreur. Ça y est, la soupe? Elle est gelée, et je suis incapable de la réchauffer. Buñuel aborde donc le thème du double présent dans moult films chez lui, de la réversibilité du désir en chaque être, de l'attraction et de la répulsion. C'est dire que l'on peut passer de l'un à l'autre sans souci parce que les deux possibilités sont présentes. L'une mène à l'autre et réciproquement. Ceux qui prétendent offrir seulement qu'une face sont tout simplement des menteurs. Séverine revient chez Anaïs après une semaine d'absence et apprend les us et coutumes de la maison, enfin décidée, notamment en regardant par un œil indiscret comment Charlotte s'y prend avec le sadomasochiste. Et avec l'asiatique, elle semble comblée quand elle répond à la femme de chambre. Des fois, ça doit être pénible tout de même. Qu'est-ce que tu en sais, Palace? Le soir, pour une première fois, Séverine se glisse dans le lit de Pierre et l'embrasse. Puis un jour, elle rencontre Hippolyte et surtout Marcel, un jeune voyou violent et dominateur qui éveille sa passion et satisfait son rapport trouble à la chair. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Fauché d'un seul coup. Ça te gêne? Non. Alors grouille-toi, je suis pressé. Leur première scène se passe fort bien, au point que Séverine en tremble encore et suggère qu'elle est prête à ne pas être payée. Regarde ma main. Elle tremble encore. Qu'est-ce que tu as là? Une boutonnière. Un coup de couteau. Possible. Pourquoi viens-tu ici? Ne me demande rien. Je
t'aurais bien gardé jusqu'à ce soir, mais je peux pas. Toi aussi, tu me plais, Marcel. Tu reviendras? Peut-être. Si tu n'as pas d'argent, De l'argent. C'est pas ça qui me manque. tu me fais peur. Je ne me trompais pas parce que tu veux rentrer. Sur la plage, à une excursion, Pierre se doute que sa femme lui cache quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'a éloignée de Paris. Et la preuve, elle veut rentrer. Pierre pense qu'elle aime quelqu'un d'autre et qu'il ne l'a jamais sentie près de lui. Et Séverine se dit une phrase cruciale. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a tant de choses que je voudrais moi-même comprendre, mon chéri. Des choses qui me concernent. Ce que j'éprouve pour toi, ça n'a rien à voir avec le plaisir. C'est bien au-delà. Je te demande pas de me croire, mais je ne me suis jamais sentie aussi proche de toi. C'est tout le mensonge de Séverine que de confesser une telle chose, c'est-à-dire de séparer l'amour comme idéal suranné et abstrait et l'amour sensuel comme trivialité incompréhensible. Pierre décide de rentrer à Paris alors que Séverine lui proposait de rester une semaine de plus. Effectivement, il est bien trop prévenant et gentil. Allô Anaïs? C'est Marcel. Apprenant que Séverine est revenue, Marcel se rend chez Anaïs et veut la battre. Il s'en prend alors aux objets de la maison. Et tu ne me reverras plus. Ça va pour cette fois. Séverine prend de plus en plus d'assurance et maîtrise son amant. Le dominé n'est pas celui que l'on croit. Tu m'as manqué, tu sais. Je devrais pas te le dire, mais je t'ai attendu. Je veux te voir plus souvent maintenant. La nuit aussi. Ça ne te suffit pas que je vienne ici tous les jours? Non, Tu sais bien que je ne suis pas libre. je m'en fous. Marcel ne comprend pas sa passion pour Séverine qui lui avoue qu'elle aime Pierre. Elle n'y comprend rien elle-même. J'y comprends rien. T'as l'air de te plaire avec moi. Hein? Beaucoup. Mais ça ne suffit pas. C'est l'autre que tu aimes. Pourquoi viens-tu ici alors? Je ne sais pas. Ce sont deux choses bien distinctes. Le trouble et la haute teneur en ambiguïté de Séverine sont d'aller de mieux en mieux avec son mari, alors qu'elle entretient une passion violente avec Marcel. Tout le contraire du début, où, sans l'intermédiaire de ce tiers, le couple s'ennuyait ferme. Cela ne veut pas dire qu'il faut l'introduction d'un troisième personnage, mais que le trouble de la maltraitance de Marcel manque dans le couple. Kundera évoque une idée similaire dans l'insoutenable légèreté de l'être. L'amour physique est impensable sans violence. On peut aussi relire le roman d'Albert Cohen, Belle du Seigneur, qui évoque le même problème. C'est le point névralgique du film. On sait par moult études que les femmes sont plus sujettes à visionner des vidéos d'humiliation sur Internet que les hommes, ou sont hantées par des fantasmes de viol, ce que reconnaissait Simone de Beauvoir elle-même dans Le deuxième sexe. Le rêve idéal de bonheur conjugal est rassurant comme une idée platonicienne ou une jolie maison de poupée, mais ennuyeux dans la réalité. Preuve que la trivialité est un des registres au fondement de l'amour et de la vie. N'apprend-on pas des mots sales à quelqu'un qui ne parle pas notre langue? Tout devient compliqué quand Henri Husson fréquente la maison de passe.
et découvre le secret de Séverine. Mais, épisode surprenant, il comprend qu'elle aime être humiliée, mais pas lui. Elle accepte de coucher avec Henri après l'avoir refusé. Mais c'est lui maintenant qui refuse de coucher avec elle. Ironie habituelle du personnage, jouant de l'ambivalence de Séverine. Pas maintenant, en tout cas. Vous comprenez, ce qui m'attirait en vous, je ne sais pas, c'était sans doute votre vertu. Vous étiez la femme d'un boy scout. Avouez que tout ça a changé. J'ai des principes, moi. Je suis pas comme vous. Mais je ne dirai rien à Pierre, bien entendu. Mais j'ai des amis qui seraient enchantés de vous savoir ici. Je peux vous envoyer du monde. Pardonnez-moi cette défaillance. Ça me dit rien, vraiment. L'autre jour, peut-être. Qui sait? Je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps. C'est pas pour vous, mais vous achèterez des chocolats à Pierre de ma part. Au revoir. Séverine imagine alors un duel entre Pierre et Henri, comme au bon vieux temps. Les deux hommes opposés et rivaux dans son imaginaire. Préparez-vous. Feu! Puis elle se voit attachée à un arbre, la joue sanglante, pendant que son mari l'embrasse. Cette scène est importante, car on note que, pour la première fois, Séverine se voit attachée et soumise à son mari, comme si son parcours lui avait révélé son désir sexuel avec sa trivialité envers lui. Dans cette scène, Buñuel ajoute le son de vagues en pleine forêt pour évoquer l'excitation féminine. Ces amants n'ont été qu'une étape transitoire, ce que le film indiquera à la fin. Est-ce qu'on donne un nom au taureau comme au chat? Mais oui, la plupart de ceux-là s'appellent remords, excepté le dernier qui s'appelle expiation. Marcel, Séverine obtient l'accord de Madame Anaïs pour cesser de venir. Séverine tente d'embrasser Anaïs, mais cette dernière détourne la tête, ce qui renvoie au baiser du début. Elle est devenue réellement licencieuse. Hippolyte, l'ami et protecteur de Marcel, suit Séverine à son insu jusque chez elle et découvre son adresse, sa vraie identité. Marcel rend alors visite à la jeune femme et la menace de tout révéler à son mari. Elle réussit à le convaincre de quitter l'appartement. Allons, n'aie pas peur. Je vais m'en aller. Je ne te croyais pas, mais je commence à te comprendre. Voilà l'obstacle. À bientôt, Séverine. Mais jaloux, Marcel attend dans sa voiture le retour de Pierre. Il lui tire dessus et s'enfuit. Dans sa précipitation, il provoque un accident de circulation et, après un échange de coups de feu avec la police, il est abattu par elle. Ludo, tu vas pas te sauver comme ça.
Grièvement blessé, Pierre sort de l'hôpital, aveugle et en chaise roulante. Paralysée, Séverine devient son garde-malade, attentionnée et comme maîtresse de son mari. Et elle ne rêve plus depuis que Pierre a eu son accident. Monsieur Husson, madame. Il veut voir monsieur. C'est alors qu'Henri rend visite au couple et déclara à Séverine que, dans une volonté de libérer Pierre de la reconnaissance qu'il croit devoir à sa femme, il va lui révéler comment elle occupait ses après-midi. Qu'est-ce que vous voulez dire à Pierre? Tout ce que je sais de vous. Quoi? Calmez-vous. Et, vous savez, maintenant, il se voit paralysé, entièrement à votre charge. Il vous donne beaucoup de mal, il en a honte parce qu'il vous croit pur. C'est pour ça que je veux lui parler. Tout lui dire. Je lui ferai sûrement de la peine, mais je crois que c'est un service à lui rendre. Qui pourrait dire après ça que je suis un homme cruel? Henri lui propose même d'assister à l'entretien. Conduisez-moi, s'il vous plaît. Il est là. Vous voulez assister à notre conversation? Bonjour, Pierre. Séverine préfère rester au salon. Elle s'assoit sur le canapé et ferme les yeux. Bien sûr, Buñuel ne montre rien de l'entretien. Tout reste évasif et hors champ. Henri a-t-il parlé? Nous n'en saurons rien, mais... La scène suivante est plus qu'étrange. Pierre. Pierre et Séverine sont l'un en face de l'autre. Lui dans son fauteuil roulant, elle en train de broder. Allusion à Vermeer. Séverine s'adresse à son mari, mais réalise qu'il est terrassé, immobile. Est-il mort? À quoi penses-tu, Séverine? Je pensais à toi, Pierre. J'ai soif. Non, il retrouve mystérieusement la santé. Il quitte son fauteuil d'infirme et ses lunettes noires d'aveugle. Tu veux que je demande de la glace? Non, non, c'est pas la peine. Je t'ai pas dit, mais je crois que je pourrais prendre 15 jours en février comme l'an dernier. Nous irons à la montagne? Si ça te fait plaisir. Oui. Tu entends? Séverine entend un bruit de grelot et regarde par la fenêtre, comme dans la scène d'ouverture, opérant un retour de l'identique avec une notable différence tout de même. Le changement est que la voiture, toujours tirée par 2 chevaux et toujours conduite par un cocher et son valet de pied, avançant dans une grande allée jonchée de feuilles mortes, ne promène plus sagement le couple. Les banquettes sont vides. Quelle interprétation donner à une telle séquence?
On peut alors supputer que Henri a bel et bien tout avoué à Pierre, que cela lui a redonné vie, dans le sens où ce dernier a pris conscience du côté obscur de sa femme, autrement dit, sa part bestiale et charnelle, physique, et qu'il peut reprendre sa place à ses côtés. Comme Séverine peut devenir sa femme. Le couple est réel et non plus un objet froid et éthéré, désincarné, sans chair, avec tout ce que cela comporte. Et s'ils ne sont plus tous les deux sagement assis dans la voiture, c'est qu'ils sont ailleurs, dans un lit, par exemple. Si Buñuel semble indiquer que les fantasmes de Séverine sont bel et bien imaginaires, ils ne sont pas innocents dans ce qui taraude la sexualité féminine en général, dans ses arcanes fort troubles. Preuve de l'engagement de Séverine dans la prostitution qui semble bien réelle, en revanche, et où elle se soumet tout de même à des inconnus. Ce qui pose le dilemme de la trivialité complexe de la femme, d'autant que c'est elle qui est la maîtresse de la séduction. D'une part, attendre son consentement, sous peine de rester dans l'incertitude ou d'essuyer un refus. Et d'autre part, outrepasser le consentement sans sombrer dans le viol pur et simple. Tout se joue dans cette frontière ambiguë et malaisée qui crée le désir. Cependant, il reste des obscurités dans cette œuvre. Par exemple, quand Séverine lance à son mari au début « Pierre, je t'en supplie, ne lâche pas les chats !» peut-être une allusion à la félinité ou l'animalité de Séverine. Allusion reprise avec le duc quand son serviteur lui demande « Monsieur le duc, je fais entrer les chats ?» Allez au diable avec vos chats! Ou ces mêmes chats que l'on entend à la toute fin quand Séverine entend de nouveau les clochettes des vaches à la montagne avant celles des grelots. Les clochettes que l'on entend lors du fantasme de Séverine où son mari et Henri Husson lui jettent de la boue au visage. Juste après, Séverine demande d'aller à la montagne. Et les deux cochers sont les mêmes, soit dans la carriole au début que ceux avec le duc. Rêve ou réalité, indicible frontière, puisque Pierre est attiré à un moment par un fauteuil d'handicapé avant de s'y retrouver à la fin, telle une prémonition. Belle de jour est donc un film étrange et elliptique, froid et chaud à la fois, et dont la mise en scène distanciée, en apparence publicitaire, en fait miroiter l'exact inverse. C'est comme si le miroir révélait le mensonge de la réalité, ce que l'on veut croire comme tel, par son double. Ou encore, si l'on veut, c'est comme si un magazine de mode, au papier glacé, désignait son brûlant mensonge. C'est la grande force et le génie de Buñuel que de se servir de l'artifice du cinéma, allant à l'exact opposé du pompierisme habituel du surréalisme. À plusieurs reprises, on entend les grelots des chevaux de la carriole qui ponctuent le film. Au début avec le couple, puis 2 fois avec le duc, quand ce dernier arrive à la terrasse du café, puis en allant chez lui. Sans oublier l'Asiatique qui agite une espèce de clochette devant le sourire de Séverine. Et à la fin, dans la carriole vide de ses occupants. Entre le début et la fin, tout a changé. Tout a été rêvé ou tout s'est passé réellement. Pierre reprend d'ailleurs la même phrase du début. À quoi penses-tu, Séverine? C'est vrai. À quoi pensent les femmes? Qui peut le dire?